Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des Grandes Unes, la dernière de la semaine. On commence donc cette revue de presse par le quotidien La Nouvelle Expression qui parle de la Côte d'Ivoire. Retour triomphal de Gbagbo. Après une décennie d'absence, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est revenu donc hier en Côte d'Ivoire. Retour au bercail rendu possible par la confirmation de son acquittement en appel à la Cour pénale internationale le 31 mars 2021, mais aussi par l'acceptation du président ivoirien Lassane Ouattara qui lui a réservé tous les honneurs dus à un ancien chef d'État. Le journal évoque aussi les vices d'une mafia foncière, quelques incongruités et défauts d'une décision prise à la hâte et l'irrespect des procédures dans une affaire qui avait déjà été tranchée par la Cour suprême du Cameroun. Banga Bonda Itembe en prison, Clément Bonda Itembe et compagnie écopent d'un an d'emprisonnement ferme et 500 000 francs d'amende suite à l'outrage au chef de l'État dans une vidéo contenue sur les réseaux sociaux. Le journal L'Œil du Sahel parle de Pouce, le sultan démissionnaire retrouve son trône alors que l'élection avait été renvoyée le 7 avril dernier suite à un coup de fil venu dont on ne sait d'où et cette même élection a été réorganisée et sur 13 candidats, 5 ont démissionné évidemment. C'est le sultan, c'est le nouveau candidat qui a donc remporté cette élection. Évidemment, le sultan Omar Mbang Mahamat qui a donc été intronisé sous les ovations du grand public. Voilà pour ce qui est donc du journal L'Œil du Sahel. Le quotidien Le Messager parle de la bataille sanglante pour le trône dans le groupement Bagam. À l'origine, la succession agitée de Sa Majesté Jean-Marie Simo Sozio Tunke à la tête de cette chefferie de second degré qui tend vers un bicéphalisme. Le journal parle aussi de chasse à l'homme, Kumbo chasse à l'homme contre le général Nopiti, le leader séparatiste redoutable meurtrier, toujours en cavale. Le général de brigade Nkavare, commandant de la 5e région militaire interarmée, en fait sa priorité. Il va être traqué jusque dans ses derniers retranchements. Kribi, les morts font plier le Mincaf, un terrain évidemment qui appartenait, un terrain qui avait été acheté et dont sur le titre foncier figurait évidemment le nom de ce chef de communauté. Décédé, le ministre vient encore de faire relancer la réimmatriculation des terrains pourtant qui avaient déjà été vendus à des tiers. Le journal Le Jour parle de massacre d'Ngarbou. Le témoignage du chef de village, l'autorité traditionnelle, était hier devant la barre au tribunal militaire de Yaoundé. Les premières heures de Gbagbo en Côte d'Ivoire, le journal fait ici un focus sur l'arrivée de Laurent Gbagbo, le fondateur du Front populaire ivoirien, qui a donc arrivé hier en Côte d'Ivoire en provenance de la Belgique où il vivait depuis son acquittement à la Cour pénale internationale. Mutation, crise anglophone, le Joker Salaï. Le journal indique que l'avocat d'origine camerounaise vient d'obtenir l'inculpation de 3 ambazoniens par la justice américaine pour trafic d'armes. Le journal fait donc le portrait de ce fils du nord-ouest Cameroun. Le journal parle aussi d'un an de prison pour insulte à Paul Biya, de même qu'il parle aussi de l'enlèvement de 7 délégués départementaux dans le sud-ouest. Le journal Émergence parle de FECAFOOT. Le président sera élu en octobre, venant ainsi mettre fin à toutes les supputations et les agitations autour de la FECAFOOT. Le journal Le Popoli parle de Femania, l'épouse d'un ministre aux portes de la prison. Un procureur a délivré un mandat d'arrêt contre elle. Évidemment, vous la voyez sur cette caricature, couchée dans son lit avec une arme à feu et des cartouches en bandoulière et indiquant celui qui avance la tête. En tout cas, pour ceux qui vont avancer sauront quoi s'en tenir alors que son époux dort tranquillement. Le journal Cameroun Tribune parle de transfert de compétences aux régions, des ministères interpellés. Dans une première session annuelle du Conseil national de la décentralisation, le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion-Ngouté, a invité la vingtaine des membres du gouvernement concernés à transmettre au ministre de la décentralisation, dans les plus brefs délais, les projets de textes sur la première vague de transferts attendu
par les régions, de même que le journal parle aussi d'incompréhension autour des prix du prix du riz. Les importateurs qui indiquent que les prix pourraient grimper d'ici là. Le ministre du Commerce qui rassure qu'il n'en est rien. Signature parle de Cameroun, la grande pétaudière, avec cette image en caricature. Vous voyez tout le monde derrière les barreaux. Et Paul Biya qui dit que si tous ceux qui sont en prison, à chacun de déclarer, il met tout le monde en prison, à chacun de déclarer lui-même ce qu'il a volé. Les quotidiens de l'économie parlent de Covid-19. La Banque mondiale débloque 54 milliards en faveur du Cameroun à la suite de 180 autres milliards qui avaient été débloqués par le Fonds monétaire international. Suivant l'institution de Bretton Woods, ce financement vise à aider les efforts du Cameroun, à appuyer les efforts du Cameroun en cette période difficile de la pandémie. L'accord irrélatif a été signé le 16 juin 2021 à Yaoundé. Filière riz, les difficultés des importateurs, écrit le quotidien de l'économie. Voilà ce qu'on peut retenir de la revue de presse de ce matin. Georges Semé, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Merci, bonjour à vous. Je salue bien évidemment tous les inconditionnels de ce plateau et particulièrement ceux qui nous suivent du côté de Boapaki, un petit village dans l'arrondissement de Fiko, département du Mongo. Évidemment, l'actualité qui vous a marqué, c'est vrai qu'on n'a pas souvent eu cet exercice, Georges. Alors, j'aurais pu évoquer l'actualité qui est en rapport avec le retour de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, puisque c'est une actualité qui va au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Mais je préfère me concentrer sur une actualité nationale, une actualité sportive concernant la Coupe d'Afrique de handball qui se déroule sur le sol camerounais et qui nous livre aujourd'hui un spectacle en matière d'organisation qui est assez positif, mais également en termes de jeu. On a vu des matchs intéressants et ces matchs ont permis à l'équipe du Cameroun d'accéder de façon très brillante à la finale qui va se jouer tout à l'heure. Je crois que en cela, on peut tirer un coup de chapeau aux organisateurs de cette compétition. Mais également qui croise l'Angola. Qui croise l'Angola, qui est un monstre du handball et qui est en voie pratiquement de remporter son 14e titre, son 14e titre. Et le Cameroun a devant lui un morceau très important. On doit, en tant que Camerounais, bien évidemment, les soutenir. Malheureusement, c'est une actualité qui n'a pas été très commentée et c'est la raison pour laquelle, par la presse. Voilà, c'est la raison pour laquelle ce matin, je préfère axer mon actualité de la semaine sur cet événement. Camille Nile, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, bien cintrée dans votre Gandoura. Évidemment, avec l'actualité qui vous a marqué. Jean-Paul Sugan, merci. Bonjour. Bonjour Georges Semé, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. L'actualité qui m'a marqué, heureusement que Georges Semé n'en a pas parlé, c'est effectivement le retour de Laurent Gbagbo. Et vous vous souvenez, hier sur ce plateau, je vous avais dit que derrière l'événement, il y a un autre événement qui peut se produire, c'est-à-dire que l'équation Simone Gbagbo. Et effectivement, j'avais tapé juste. Je ne savais même pas qu'entre-temps, Laurent Gbagbo avait envoyé une correspondance au chargé de l'organisation de son comité d'accueil pour lui dire qu'il ne souhaite pas voir Simone Gbagbo à l'aéroport. Malgré cela, Simone Gbagbo est arrivé. Laurent Gbagbo est descendu de l'avion avec Nadi Bamba. Nadiana Bamba, sa seconde épouse qu'il avait épousée en 2001 et avec qui il a un fils qui s'appelle Raïs. Peut-être que déjà Gbagbo le prédestine à un destin de chef. Alors, c'est Nadi Bamba qui, ces 7 dernières années, rendait visite à Laurent Gbagbo chaque jour. Pendant que Simone Gbagbo, elle avait été gardée à résidence surveillée. Ce n'était pas facile pour elle. Facile pour elle. Alors, Laurent Gbagbo qui rentre en Côte d'Ivoire sans avoir pensé à régler ce problème, qui est un problème conjugal sérieux. Il est polygame, certes. Nadi Bamba a habité le palais en même temps que Simone Gbagbo. Nadi Bamba, Gbagbo l'a épousé en 2001. Et les gens se souviennent, pour ceux qui ont la mémoire, que pendant l'élection de 2000, c'est Nadi Bamba qui s'était occupé de la communication de la campagne présidentielle de Laurent Gbagbo et surtout même de la collecte des fonds qui avaient été donnés par certains grands donateurs. Donc Nadi Bamba occupe une place centrale. Mais seulement il y a aussi ce fait que quand les choses ont commencé à se gâter, Nadi Bamba a pris son fils, c'est clair qu'il est parti, laissant Simone Gbagbo seul, et on se souvient de ce que Simone Gbagbo a subi le jour de leur arrestation, les rastas, c'est l'humiliation, traîné, envoyé en prison et maintenant gardé à résidence surveillée, alors que Laurent Gbagbo revienne. Il est vrai que c'est son problème, il est vrai que c'est son ménage, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas apprécié ce fait que, et même et publiquement, parce qu'au moment où il descend de l'avion, ovationné par tout le monde, au bras dessous avec Nadia Bamba,
Simone Babo s'approchait pour le voir. Il lui faisait de la main que tu dis, donc va là-bas, va là-bas. Il a même dit que tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit, va là-bas. Simone Babo a tenté de forcer. Une scène de ménage qui s'expose dans le public. Je vous dis que ça a été quelque chose d'extraordinaire. Donc, tous ceux qui étaient contents de voir Laurent Gbagbo ont pudiquement fermer les yeux sur cet épisode qui va certainement avoir des conséquences par la suite. Mais je dis que moi, je ne suis pas de ceux qui sont seulement en train de se rouler par terre en disant que Laurent Gbagbo, le Messie, est revenu. Non, il y a le fait qu'il gère son propre ménage. Il gère son couple avant d'aspirer à gérer toute la Côte d'Ivoire. Et là, s'il n'arrive pas à gérer son propre couple, on ne sait pas comment il va gérer la paix et la réconciliation. Parce qu'il faut qu'il réconcilie aussi Simone et Nadia. Voilà. Georges Sémé, c'est vrai que Camille s'est étendu là-dessus. On reste sur, évidemment, la Côte d'Ivoire. C'était le sujet en tête. Après 10 ans passés à la Cour pénale internationale, finalement, Laurent Gbagbo est de retour chez lui en Côte d'Ivoire. On dirait plutôt un happy end. C'est une partie de ce processus qui s'est joué hier avec le retour de Laurent Gbagbo, mais l'affaire n'est pas complètement terminée parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement important à gérer, c'est l'après-retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Tout à fait. D'abord au sein de son parti, mais également au sein même de la classe politique ivoirienne. Vous savez que pour parler de son parti, il y a eu un éclatement lorsqu'il était en période carcérale. Voilà, avec Pascal Affi-N'Guessan qui s'en est allé avec une bonne partie des militants et a quelque peu côtoyé les bonnes grâces du pouvoir Ouattara. Et aujourd'hui, il s'en tire avec quelques ministres au gouvernement et avec 3 députés à l'Assemblée nationale. Et il y a la faction Gbagbo-Gore. Gbagbo ou rien. La faction Gbagbo qui est restée rattachée à Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui dispose quand même de 17 députés. Mais je crois que le premier combat à effectué par Laurent Gbagbo, c'est de concilier sa famille, la famille du FPI, qui est quand même un parti très important dans l'échiquier politique de la Côte d'Ivoire. Il reste qu'il y a un autre important aspect de la gestion de son retour, c'est les rapports qu'il va entretenir avec le gouvernement Ouattara, notamment sur le côté politique, mais également sur le côté judiciaire, parce que l'affaire également, sur ce côté, n'est pas complètement finie avec ce dossier pesant sur le CAS de la BCAO, où il avait écopé 20 ans de prison, mais qui n'a pas encore été complètement vidé. Donc, il devra certainement régler cet aspect juridique avec les autorités ivoiriennes, mais également maintenant sur le plan politique, voir comment se réintégrer politiquement. Mais là, c'est une autre paire de manches parce que si Gbagbo est un acteur politique majeur en Côte d'Ivoire, il n'est pas le seul. Il y a d'autres nouvelles forces politiques qui sont arrivées. Je prends par exemple le cas de Guillaume Soro et on connaît la domination du PDCI et du RDR. Donc, il faudra qu'il se recentre politiquement dans le jeu politique ivoirien afin de retrouver ses marques. Mais il y a un autre dossier très important qui est celui de la réconciliation parce que son retour entre effectivement dans le cadre du processus de réconciliation et d'apaisement qui est aujourd'hui engagé dans ce pays. Il est un acteur majeur. Voilà, il en est un acteur majeur, mais il n'est pas le principal parce que... je veux dire tout au moins au centre. Effectivement, il faut compter avec le président Bédié, qui est quand même la deuxième force politique de la Côte d'Ivoire. Il faut compter avec Blé Goudé, qui a été acquitté au même titre que lui et qui devrait, dans les prochaines... Mais il y avait déjà eu des rapprochements entre Gbagbo et Konan Bédié. Effectivement, il y a eu des correspondances ou alors des rencontres informelles entre ces deux hommes politiques, mais ça n'a pas arrangé tout à fait la réconciliation nationale. Et la réconciliation nationale ne peut pas seulement concerner ces deux personnes. Il y a également le cas Guillaume Soro. Et je pense que... Qui est en exil. Voilà, qui est en exil. Et je crois que si, avec le retour de M. Gbagbo, le régime de Ouattara marque un bon point dans le cadre de la réconciliation nationale, cette réconciliation ne saurait seulement se jouer entre Gbagbo et Ouattara. Il faut étudier les dossiers des autres cas, des autres personnalités politiques qui sont à l'étranger, afin, pourquoi pas, d'asseoir une grande concertation qui va déboucher sur une réconciliation ferme dans ce pays que nous admirons tous. Tout au moins, Gbagbo et Ouattara ont été les têtes de proue dans cette crise. Effectivement, dans la crise de 2010. La crise de 2010. Camille Nélé, au-delà du retour triomphal de Laurent Gbagbo, comment envisager aujourd'hui le retour, c'est-à-dire le retour au sein de la scène politique, le jeu que doit jouer normalement Laurent Gbagbo? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des nuages qui pourraient planer
des rapports entre Laurent Gbagbo et l'État, peut-être Gbagbo qui sera toujours disposé à faire des sorties, par exemple, pour se prononcer sur certains sujets. Ce qui plonge une Parfois, ce qui fâche. Ce qui plonge une partie du peuple ivoirien dans la liesse aujourd'hui, dans une profonde liesse, c'est le retour de Gbagbo. Mais je dis bien une partie, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui sont contents de le voir rentrer, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui exultent de le voir revenir, parce qu'il y en a certains qui estiment que leur compte n'est pas soldé et que Gbagbo, bien que blanchi par la CPI, n'est pas encore blanchi par la justice ivoirienne. C'est vrai, oui, il y a une condamnation, il est certain que le président Ouattara ne commettra pas l'erreur de soulever cette affaire, ce qui certainement embrasera tout le pays. Mais ce que les uns et les autres doivent comprendre, c'est que Gbagbo n'est pas un messie, ce n'est pas un gourou, ce n'est pas un dieu non plus. Et il n'est pas blanc comme neige aussi. Un deus ex machina qui arrive et maintenant que dès qu'il arrive, tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Surtout, il n'est pas blanc comme neige aussi, il faut le rappeler. Effectivement, moi je l'avais dit hier, puisque j'ai dit à Jean-Paul Chignat hier que si on veut refaire maintenant le rewinding de toute cette affaire, on verra que Gbagbo a une très grande responsabilité dans ce qui s'est passé et dans les 3000 morts de Côte d'Ivoire. Mais on ne va pas refaire l'histoire, on ne revient plus là-dessus. Il faut avancer. Gbagbo revient aujourd'hui, mais je dis que son retour, en réalité, se fait dans une sorte de demi-teinte. Demi-teinte, vous l'avez évoqué, sans le retour de Guillaume Soro et de Blé Goudé. Blé Goudé qui sont, surtout Guillaume Soro, qui lui a été un homme politique de première importance, parce que Blé Goudé n'a été qu'un second couteau. Il était le second couteau de Gbagbo. De Gbagbo, au point de créer une milice, parce que si les gens reviennent aussi sur les méfaits des jeunes patriotes, on n'en sortira pas. Mais Blé Goudé, lui, a été beaucoup plus une sorte de second couteau qui a joué un rôle assez néfaste tout de même dans l'embrasement de la crise. Mais Guillaume Soro, lui, a été un homme politique. Il a d'abord été un chef rebelle, certes. Il a pesé de tout son poids sur le déroulement d'actualité politique en Côte d'Ivoire, mais il a été président de l'Assemblée nationale, il a été Premier ministre. Donc moi je dis que ce n'est pas un second couteau, c'est un acteur majeur qui fait que s'il peut y avoir réconciliation, elle doit se faire entre Ouattara, Soro et Gbagbo. Si Soro n'est pas là, il y a quelqu'un qui manque. Et moi je pense que le président Ouattara devra rapidement corriger le tir et s'arranger à non seulement à lever toutes les choses qui sont contre Guillaume Soro et Blé Goudé, leur donne la possibilité de revenir. Bon, certainement, il y a certainement des personnes qui estiment que le retour de ces deux va-t-en-guerre peut embraser le débat en Côte d'Ivoire. Mais moi, je pense que si l'on veut parler de réconciliation, la réconciliation ne peut pas se faire seulement entre Ouattara et Gbagbo. Il faut tous les acteurs. Non. Il faut tous les acteurs. Il faut aussi Soro. Soro est un acteur majeur. Moi, je pense aujourd'hui que tant que l'équation Soro et accessoirement Blé Goudé n'est pas réglé, la réconciliation ne sera pas incomplète. Georges Sémé, Camille l'évoquait tout à l'heure, il faut tous ces acteurs autour d'une table. Est-ce que, tel qu'on connaît les différents personnages, est-ce qu'il est possible qu'il y ait une véritable table rase de tout ce qui s'est passé entre ces personnalités, de façon à ce que la Côte d'Ivoire revienne ce qu'elle était avant? Et quel est d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas le rôle, la France n'a pas un rôle à jouer dans tout ça? On sait d'abord que la France contrôle véritablement la Côte d'Ivoire. D'abord, je pense qu'on peut créditer à Ouattara, au président Ouattara, une bonne foi et d'avoir des bonnes intentions, parce que dans son discours d'investiture, il avait clairement dit qu'il allait axer une partie de son action vers la réconciliation et l'apaisement en Côte d'Ivoire. Et avec le retour de Gbagbo, je crois que c'est bien parti. Il a monté des signes. Ne suffit pas, oui, il a monté des signes positifs en faveur de la réconciliation nationale. Mais ça ne suffit pas. Et comme le doyen l'a dit, les principaux acteurs que sont Laurent Gbagbo et Ouattara ne font pas toute la Côte d'Ivoire. Ils ne font pas toute la réconciliation dans ce pays. Il faut y mettre le président Bédié, qui est un peu comme un sage et un électron libre dans ce processus, au milieu des acteurs qui sont des véritables batanguers. Il faut y adjoindre l'ex-premier ministre Guillaume Soro, qui, au moment où on préparait l'arrivée de Laurent Gbagbo, était condamné à perpétuité. Donc vous voyez que ce n'est pas tout à fait
la réconciliation telle qu'on la veut n'est pas encore véritablement sur les rails. Et il y a également le cas Blé Goudé qui a été acquitté au même moment que Gbagbo, mais dont on ne parle pratiquement pas. Or, il a montré des signes de bonnes intentions en faveur... Et qui est condamné en Côte d'Ivoire. Et qui est condamné en Côte d'Ivoire également. Donc, il a montré des signes de réconciliation, des appels de balles, comme on le dit trivialement, en faveur d'un apaisement. On aurait pu penser qu'il soit dans le même avion que Laurent Gbagbo. Malheureusement, Laurent Gbagbo est venu tout seul avec sa seconde épouse. Et le cas Blé Goudé reste encore en suspens. Donc, s'il faut qu'il y ait une réconciliation, c'est avec tous ces acteurs qui ont participé à un moment ou un autre au drame ou à la crise ivoirienne. Mais maintenant, sur le rôle de la France, je pense que la France, quand même, c'est un allié majeur d'abord de la Côte d'Ivoire et qui ne cherchera pas peut-être à placer plutôt son pion, qui a des rapports très étroits avec le régime Ouattara, en dehors de ce qu'il y a des rapports historiques entre la France et la Côte d'Ivoire. Mais clairement, la France a choisi son camp depuis 2010 parce que c'est pratiquement l'armée française qui a mis hors de la porte, qui a interpellé et arrêté Laurent Gbagbo. Et jusqu'aujourd'hui, elle a contribué à consolider le pouvoir de Ouattara. Mais la donne a changé aujourd'hui. Et la France, la diplomatie française devait comprendre qu'elle doit épouser les initiatives de leur allié qui tend à ce qu'il y ait une réconciliation nationale. Donc je pense que le rôle de la France reste un rôle majeur, mais elle devrait mettre un peu de l'eau dans son vin afin d'accompagner plutôt la réconciliation que de conforter la vendetta envers les opposants au régime Ouattara. Pour sortir de la question, Camille Nélé, vous indiquez tout à l'heure qu'il faut intégrer tous les acteurs. Quand on a vu la trajectoire de Guillaume Soro, est-ce que le président Ouattara peut faire... Guillaume Soro est-il digne de confiance de la part du président Ouattara? Guillaume Soro est un acteur majeur de la politique de la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro est quelqu'un qui aime aussi profondément son pays et qui s'est impliqué de manière très très forte dans la politique ivoirienne. On ne peut rien faire aujourd'hui sans lui. Parce qu'on dira tout ce qu'on voudra. Guillaume Soro a aussi beaucoup de partisans. Parce que essayez d'imaginer le retour de Guillaume Soro, vous allez voir la même pièce populaire. Hein, parce que ce n'est pas parce qu'on a vu toutes les populations de quartier pourront sortir. Mais si Guillaume Soro revient, ça va être autre chose. À chacun ses partisans dans tous les cas. De même si Blé Goudé revient. Donc moi je pense que le problème aujourd'hui, ce n'est pas de se demander ce que Guillaume Soro représente. Guillaume Soro est un poids lourd de la politique ivoirienne aujourd'hui et il serait important que rapidement, pendant que le processus de réconciliation est en train d'être pensé, il faut qu'on intègre absolument la présence, le retour de Guillaume Soro et sa présence sur la scène politique ivoirienne. On sort donc de ce sujet, hein. En tout cas, ce qui est sûr est que Laurent Gbagbo, qui a rendu hommage au peuple camerounais, l'avoir soutenu, ça... C'est un acte de reconnaissance, on ne peut pas cracher dessus. Il y a beaucoup d'amis ici au Cameroun, voilà, notamment Henriette Ekoué. On se rappelle même quand la crise avait commencé, Mbouamassor avait dit qu'il partirait du Cameroun à pied pour aller à la Côte d'Ivoire, aller soutenir. Ce qu'il n'a jamais fait, bien sûr. Elle qui est une amie personnelle de Guillaume Soro, qu'elle a connue en France. Laurent Gbagbo, vous voulez dire. Laurent Gbagbo, oui, et elle a été plusieurs fois en Côte d'Ivoire au moment où Laurent Gbagbo était aux affaires. Bon, maintenant, elle a aussi soutenu énormément son combat avec conviction. C'est une combattante. Voilà. Arrêtez quoi, c'est une combattante. Georges Sémé, on passe à un autre sujet, l'affaire outrage à président de la République, l'affaire Clément Bonda Itembe et compagnie. Ils ont été condamnés à 1 an de prison ferme et 500 000 francs d'amende. L'affaire est donc close. Comment avez-vous trouvé cette sanction? Alors, d'abord, l'affaire n'est pas close puisque c'est en première instance et je crois que les avocats de Clément Bonda ont promis interjeter appel. Alors, la loi du Cameroun est claire. Elle est claire et le droit a été dit. Et il faut regretter ce spectacle qu'a offert ce jeune dans les réseaux sociaux parce que nous sommes dans un état de droit. Il peut dénoncer, mais avec des propos assez courtois. Et vous savez, à l'époque, quand nous on était encore plus jeunes, excusez du peu, nos téléspectateurs, quand on nous disait le cul de ta mère, on bagarrait tout de suite. Alors je crois que c'est un affront extraordinaire et spectaculaire qu'on ne pouvait laisser passer comme ça, bien qu'il y ait des personnes qui pensent que... Même s'il fallait bagarrer et rentrer étant blessé. Effectivement, au moins on aura défendu son honneur. Donc je crois que c'est dans ce cadre-là qu'on devrait placer ça. Et il y en a qui essaient de justifier l'acte du jeune homme ou alors défendre le fait que non, c'est extrêmement maladroit. Nous avons une loi
qu'on devrait craindre aujourd'hui. Et à ce sujet, le droit a été dit et j'espère que... Même du point de vue de la morale. Voilà, même du point de vue de la morale, on a tous des mamans et puis voilà. Donc je crois que le droit a été dit jusqu'à ce niveau, mais seulement il faut que les droits de la défense soient respectés et je pense que on ne nous a pas dit qu'il a été séquestré ou alors maltraité et il a un collège d'avocats qui veille en cela. Mais ce que moi j'aimerais dire ici, je suis très heureux que cette affaire soit allée très vite. Parce que ça allait très rapidement. Quand on connaît la lenteur de notre justice, est-ce que c'est parce que c'est une affaire qui concerne le président de la République que ça allait très vite? Je crois que c'est ça. Mais même le président de la République a souvent dénoncé les lenteurs de notre administration et particulièrement l'administration de la justice. On espère que cette affaire, cette vitesse d'exécution fera date. Ça fera effet domino sur d'autres dossiers qui, malheureusement, sont en train de mourir, tranchés. Les dossiers de même nature, d'ailleurs, qui peuvent être tranchés tout de suite, mais malheureusement, qui somnolent dans les casiers avec la chaîne judiciaire, ça oui, non, je ne fais pas le procès de la justice. Je ne suis pas compétent pour ça, mais je pense qu'avec un peu de volonté, on peut aller rapidement dans le traitement des dossiers de justice qui sont du moins de même nature que ceux qui sont aujourd'hui évoqués dans le cas Clément Mbonda. Camille. Non, moi, je suis d'abord peiné par cet excès de libertinage qu'on observe aujourd'hui au Cameroun. Que l'on observe au Cameroun aujourd'hui et surtout de la part des personnes qui sont censées éclairer le public, aussi bien les journalistes que les avocats. Nulle part au monde on ne commente une décision de justice, mais on a entendu l'avocat de ces jeunes garçons commencer à dire que c'est une décision illégale, illicite, il va continuer. On ne commente pas une décision de justice. On sait très bien que... le fait là, il a insulté. Ces avocats-là savent très bien. C'est un flagrant délit. Et vous savez très bien que le président de la République est une institution, et l'institution suprême au-dessus de toutes les institutions. Flagrant délit avec preuve immédiate. Et un président de la République qui est protégé. Vous avez vu quand le gifleur de Macron a été arrêté, condamné, même Madame Le Pen, qui est l'ennemie la plus féroce du président Macron, a dit que le président de la République, on ne touche pas, on ne s'attaque pas au président de la République. Alors quand vous voyez un Camerounais qui, de la manière la plus désenvolte qui soit, avec une bouteille de Matango en main, qui se met à insulter les parties génitales de la mère du président de la République. Moi, je pense que si on laisse passer ce genre de choses-là, ça veut dire que nous ne savons non plus, nous ouvrons seulement la porte. Il faudrait donc que cela serve aussi aux autres jeunes qui n'imitent pas, qui ne doivent pas imiter. C'est pour ça que cette décision du tribunal de première instance de Bangui est une décision qui est juste, qui est légale, et surtout qui est là pour éduquer les autres et leur faire comprendre que voici ce qui peut arriver. Et de deux, j'ai l'impression que tout est fait pour que les Camerounais marchent sur la tête. Parce que quand vous regardez comment certains Camerounais qui sont allés en Belgique casser une ambassade en exigeant la libération immédiate de ces jeunes garçons qu'ils estiment s'être insurgés contre les détournements. Est-ce que ces jeunes garçons-là ont-ils déjà tous les éléments qui permettent de dire d'affirmer qu'il y a eu des détournements, puisque l'affaire est en cours? Et que toutes les personnes qui sont... dans tous les cas, il n'est pas poursuivi, il est poursuivi pour les propos injurieux qu'il a tenus, non pas parce qu'il a dénoncé. Il ne dénonce pas quelque chose qui est nouveau. Je suis en train de dire que, à cause de cela, il y a l'ambassade du Cameroun qui a été cassée en Belgique. Pas des gens, des désœuvrés qui s'imaginent que la liberté aussi c'est une récupération politique. Une récupération politique, mais c'est une récupération malheureuse. Donc aujourd'hui, ce qui vient de se passer en Banga, c'est quelque chose de très très important. Il y a l'article 154 du code pénal qui a été respecté. Il y a aussi l'article 17 qui punit de manière sévère. Bon, maintenant, quand j'ai lu un journaliste dire que oui, pendant que quelqu'un qui a giflé Macron a été condamné à 4 mois de prison, on donne un mois ferme. Mais il oublie que ce monsieur a été condamné à 17 mois d'emprisonnement, dont 4 fermes. Ça veut dire qu'il a été envoyé en prison tout de suite et le reste du temps, il est condamné à des travaux d'intérêt général pendant qu'il est en sursis. Donc, moi, il ne faut pas comparer la justice camerounaise ou les textes de loi du Cameroun. Ils ont été condamnés sur la base des lois camerounaises. Et moi, je pense que ce genre d'action doivent être sévèrement réprimées pour éviter que... on n'a jamais emprisonné quelqu'un qui dénonce. Il faut dénoncer, mais en tenant compte des propos que vous utilisez. Vous savez que c'est au quotidien que le président de la République est procardé de manière injurieuse dans les journaux, mais cette fois-ci, c'est parce que le procureur de la République a le pouvoir de se saisir d'office d'une injure, d'une sorte de... Sauf que Camille, on ne les voit pas souvent se saisir de beaucoup d'affaires. Je suis d'accord avec vous.
devant eux. Non, mais on voit qu'ils se saisissent d'une affaire d'office parce qu'ils ont ce pouvoir-là. On en voit. Il ne faut pas dire que tous les magistrats sont léthargiques ou ne travaillent pas. Mais dans le cas d'espèce, on ne peut pas dire. Et j'ai même lu Est-ce que c'est pas parce que le président de la République a demandé qu'est-ce qu'il n'y a pas de magistrat dans cette zone pour se saisir de cette affaire? Est-ce que le président de la République lui-même s'occupe de ça? Non, moi je pense qu'il y a des services qui sont là, il y a des gens qui sont là, le procureur de la République est là, le commandant de la brigade ou de compagnie de Manga est là qui a constaté cela. Et puis maintenant, quand on dit que ce garçon s'est insurgé du fait de la paupérisation, il gagne 32 000 francs dans les plantations de Diomé, mais seulement ce qu'on ne dit pas, parce que moi je me suis renseigné, c'est que chaque jour, il a une prime de 1000 francs. Ça veut dire que chaque mois, il a 64 000 francs. Rien ne justifie le fait qu'il ait insulté le chef de l'État. Rien ne peut justifier cela. Même, et les membres du gouvernement, il faut pas. Oui. Donc, ils peuvent dénoncer ce qu'ils ont à dénoncer. D'ailleurs, qu'on n'a jamais arrêté quelqu'un. Mais les avocats devraient faire preuve d'un peu de tempérance. Parce qu'il a dénoncé. On va sortir de cette émission avec ce cafouillage qu'on observe de plus en plus dans les chefferies traditionnelles. Le cas, ce bicéphalisme à la tête de la chefferie Bagam. 2 enfants qui se discutent alors que le défunt avait déjà désigné le successeur. Georges Semé, comment comprendre tout ça? Alors, je comprends que la gestion du pouvoir temporel et spirituel crée des problèmes. Le pouvoir temporel, c'est bien évidemment les politiques, et le pouvoir spirituel, c'est nos chefs traditionnels, les dépositaires de nos chefferies traditionnelles. Mais malheureusement, le sale rôle des élites. Oui, on se rend malheureusement compte que ça ne répond plus au canon même de la tradition, parce que je crois. Moi, je suis Sawa, je suis pas de l'Est, mais je crois quand même connaître que ce soit chez les Sawa que à l'Ouest, il y a quand même un tracé traditionnel rigoureux qui devrait être respecté et qu'on ne devrait pas se livrer à ce type de spectacle. Malheureusement, lorsque ces canons ne sont pas respectés, on a ce type de spectacle qu'on a à Pousse et du côté de Bagam que vous venez d'évoquer. À plus forte raison que, au-delà de tout cela, il y a toujours une action trouble de l'autorité politique. Et des élites. Voilà, et des élites qui viennent instrumentaliser et manipuler ces autorités traditionnelles. Et ça donne ce qu'on voit aujourd'hui du côté des Bagam. C'est bien dommage. Spectacle absolument désolant. On espère que on va revenir à l'orthodoxie traditionnelle afin de taire toutes les querelles de ce côté. Camille n'est pas sorti. Moi, j'ai connu un grand chef traditionnel, à savoir le défunt chef Banka, qui m'avait dit que généralement à l'Ouest, quand un chef est vivant, il donne des preuves que voilà tel fils que j'ai choisi. Il ne le cite pas nommément, mais la façon de l'envoyer régulièrement chez les personnes les plus influentes démontre que c'est celui-là. Même si c'est ses homologues chefs. Et c'est pour cela que généralement, après la mort du chef, c'est ce jeune qu'on attrape, entre guillemets, et qu'on envoie au Lakam. Mais du côté de Bagam, qu'est-ce qu'on a vu? Il y a un jeune qui a été un des fils du chef qui a été attrapé, envoyé au Lakam, qui a suivi son initiation. Mais dès qu'il est sorti, il y a eu d'autres frères chapeauté, cornaqué par d'autres notables qui ont dit que non, c'est pas celui-là que le chef voulait. Ils ont tout fait pour envoyer, attraper un autre fils et l'envoyer au Lakam. Alors ça, ce sont des choses qui vont même contre la tradition et des choses comme ça qui n'existaient pas avant. Ça, c'est valable chez eux. Et les sanctions ne tardent pas à venir. Et maintenant, c'est pour ça qu'on est en train de vouloir maintenant institutionnaliser une sorte d'élection. Mais la chefferie, c'est pas d'élection. C'est pas l'élection. La chefferie, c'est les règles qui sont préétablies depuis très très longtemps. Merci Camille Nélé, merci à Georges Semé. Nos envoyés spéciaux du côté d'Abidjan, ils étaient d'ailleurs à l'aéroport international. Ils indiquent Camille que Simone Barbeau n'a pas été repoussé par Laurent Barbeau. Il faisait plutôt signe au comité d'organisation et ceux qui étaient tout autour. En tout cas, c'est ce qui nous parvient de nos envoyés spéciaux, Cédric Doufélé du côté d'Abidjan. Madame, Messieurs, c'était tout pour cette édition de la Revue des Grandes Unes. Restez scotchés sur Equinox Télévision.